Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 30 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler de l'actu foot du moment et ensemble nous allons retourner ce soir du côté de Londres, non pas pour parler rugby comme pour ce week-end, mais pour prendre des nouvelles des Gunners d'Arsenal avec l'attaque en triangle qu'on connaît, Augustin, Barthélémy et Maximilien. Augustin nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, Barthémélie, c'est pas mal ça, je l'avais encore jamais fait. Bart et Maximilien sont là ce soir. Comment ça va les garçons ? Bah ça va super et toi ? Bah écoute, la forme. Bah, moi je suis surtout content qu'on se retrouve pour faire un petit point sur Arsenal parce que la dernière fois qu'on avait pu parler de votre club, ben c'était après une déconvenue contre Manchester City en championnat, donc avec une défaite 1-0, match un peu frustrant parce que un but que l'équipe prend très vite dès la deuxième, troisième minute sur une tête de Sterling, et après un match difficile, courir après le score et pas concrétiser contre une équipe qui était un petit peu étouffante. Difficile à jouer Manchester City cette année encore. Il y avait des objectifs pour Arsenal, c'était de se rassurer en championnat et surtout d'aller battre Benfica en 16e de finale retour d'Europa League. Et c'est ce qui s'est passé précisément les garçons. Donc depuis qu'on s'est quitté, Arsenal a joué donc dans ces deux compétitions différentes. En Première Ligue, c'est 2 victoires, un nul, et en Europa League, c'est 2 victoires consécutives, donc une qualification contre Benfica et un joli match avec un ballottage bien favorable contre l'Olympiakos. C'est une belle victoire, 3-1. Est-ce que vous voulez revenir avec moi là-dessus ? Peut-être Barthélémy pour commencer. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des derniers matchs d'Arsenal, de cette belle dynamique en ce moment-là, sur les dernières semaines ? Bah plaisant, très plaisant, parce qu'on commence à avoir du jeu qui s'installe. C'est pas juste sur un match, là, ça fait quand même une bonne petite période où on voit des belles choses dans la construction, dans les ressorties de balles. Il y a certaines individualités qui commencent à s'installer et sur lesquelles on a un peu plus de certitude. D'autres où on se rend compte qu'on peut pas trop compter dessus. Mais donc non, plutôt agréable, toujours des petits buts pris par-ci par-là, beaucoup de cadeaux faits à l'adversaire, mais on en marque plus qu'eux, donc pour l'instant c'est suffisant. Et c'est le foot, comme dirait Sampaoli, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. J'allais te dire, c'est ce qui compte à la fin du match. On compte, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc plus ils ont marqué de buts, mieux c'est pour ton équipe, on va dire. Et toi, Maximilien, du coup, ton point de vue là sur la dernière dynamique des Gunners de ton équipe ? Moi je trouve que le match de Benfica, la qualification nous a fait beaucoup de bien, et je trouve que c'est à partir de ce match-là qu'on a commencé à vraiment bien jouer en équipe, et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai l'impression que les joueurs ont pris conscience des objectifs qu'il fallait atteindre à la fin de saison. On a fait un début de saison pourri, on a perdu des matchs facilement, notamment à l'aller contre Burnley où chacun se prend un rouge. On fait toujours des erreurs bêtes, mais quand on se prend des buts comme on s'est pris contre Burnley où chacun fait une erreur, finalement en fait je préfère limite me prendre des buts comme ça plutôt que des buts hyper bien construits où on n'arrive pas à avoir le ballon. Franchement, c'est des erreurs faciles à gommer, quoi, quand c'est des erreurs hyper grosses comme celle de Xhaka. Bref, je trouve qu'on est sur une très bonne dynamique et ça fait plaisir de voir l'équipe comme ça. J'ai l'impression que tout le monde est content. Ça fait beaucoup de bien. Non, mais c'est sûr. Alors tu disais il y a des buts évitables. J'ai regardé quelques matchs, j'avoue pas avoir pu tous les voir, mais sur les quelques matchs que j'ai vus donc d'Arsenal, j'ai vu qu'il y avait des relances parfois qui revenaient là, des ballons qui se perdaient entre le goal et ses premiers défenseurs, des relances un petit peu hasardeuses qui donnaient lieu. Alors l'Olympiakos a eu des actions qu'ils ont pas su concrétiser. Il y a eu des relances un peu hasardeuses de David Luiz, je pense, mais tu parles de Xhaka. C'est quelque chose qui semble en effet facile à gommer et qui est un peu décevant quand tu regardes la qualité de l'effectif d'Arsenal, te dire faire des petites erreurs comme ça à ce niveau quand on est professionnel et qu'on joue dans un des plus prestigieux championnats d'Europe, c'est vrai que ça peut être lourd de conséquences. Écoute, là, comme tu l'as dit, très belle dynamique, que du bonus, on va dire, en championnat pour l'instant, et en Europa League, pas de mauvaises conséquences, donc
pourvu que ces petites erreurs restent des petites erreurs et qu'elles soient gommées facilement par le coach et par l'effectif. Les garçons, moi j'ai une question à vous poser. On avait parlé très rapidement d'Odegaard avec Bart la dernière fois, il me semble. Odegaard, je pense, mais je veux votre avis, mais j'ai l'impression que c'est une des révélations là de cette arrivée là de ce mercato hivernal. C'est parmi pas des hommes forts, mais une des individualités qui est en train le plus de s'affirmer dans l'équipe. Si je me trompe pas, il est de plus en plus titulaire. Il a décoché une espèce de praline contre l'Olympiakos l'autre jour. Bon, le gardien était peut-être pris de vitesse, mais ça allait très très vite. C'était très beau à voir. Et il a encore été décisif ce week-end avec un but contre Tottenham, qui relance l'équipe qui venait de se prendre un but par... c'est une réponse quasi immédiate à, comment il s'appelle, à Lamela, au superbe but de Lamela. Non, Odegaard, bonne pioche peut-être pour les Gunners. Ben ouais, clairement, parce que c'était pas évident pour lui, je pense, pour arriver dans l'équipe, parce qu'il arrive à un poste de numéro 10 où t'as Smith Rowe qui vient d'éclore, parce que Smith Rowe il commence depuis le match du Boxing Day contre Chelsea. Et il marche bien, Smith Rowe. Il marchait très bien depuis 6-7 matchs. Et lui, il arrive pour prendre un peu sa place, et il a fallu pas beaucoup de matchs pour vraiment s'installer. Maintenant, il est titulaire à tous les matchs. Et on sent qu'il monte en puissance, qu'il s'adapte de plus en plus au championnat, au rythme du championnat. Quand on voit le match d'hier, je pensais vraiment je le voyais à la 60e faire des sprints pour presser le défenseur central. Je me suis dit, ça y est, il sait qu'il va sortir dans 5 minutes, du coup il donne tout. Et non, il est resté jusqu'au bout du match. Et franchement, il a encore du déchet. Il fait encore quelques petites conneries. On voit contre l'Olympiakos, c'est lui qui fait la première mauvaise relance passe en retrait là. Je sais plus quel joueur de l'Olympiakos, mais qui donne une occasion. Mais sinon, il a un jeu très intéressant et je pense qu'il va faire que progresser. Si on pouvait le conserver après ce prêt, moi j'aimerais bien. Alors, il est sur une bonne, on va dire sur un bon flux là. Il a une bonne énergie. Je vois Maximilien qui dodeline de la tête. T'es peut-être pas sûr. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je dis non parce que c'est Ceballos qui fait l'erreur contre l'Olympiakos. Non, mais Odegaard en fait une aussi. C'est le premier, non. Il est sur la droite, il fait une passe. Ah, mais oui, mais pas sur le but. Pardon, non, pas sur le but, mais il fait une, parce que l'Olympiakos, il y a eu au moins 4-5 cadeaux, et on a de la chance que ce soit des plots en face, mais. Effectivement. C'est vrai. Mais ça, ces erreurs-là, Arteta les blâme pas, il dit justement, si c'est des erreurs, parce que c'est la manière dans laquelle j'ai envie de jouer, relance rapide depuis le derrière, c'est pas grave. C'est assumé du coup. C'est assumé et je le rejoins assez sur ça, même si bien sûr à ce niveau-là c'est impossible de faire des erreurs aussi grosses. Bref, pour revenir à Odegaard, moi je le trouve vraiment très très fort. Moi aussi j'avais un peu de doute sur lui, sur tous les espoirs qu'il avait eu au début de sa carrière, etc. Je sais qu'il avait fait une bonne saison au Real Sociedad, mais honnêtement, j'ai jamais vu de match de la Sociedad. J'ai vu que ses stats. Donc, je savais pas trop ce qui valait sur un terrain. Et de s'adapter aussi vite dans une grosse écurie anglaise, franchement, ça a souligné. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à bien s'intégrer comme ça. Quand je pense, par exemple, à des gros joueurs comme Di Maria, qui ont un peu le même poste que lui, qui a jamais réussi à s'imposer à United, ou à Denis Suarez. J'avais Denis Suarez en tête qui était arrivé aussi sous l'ère Emery à Arsenal et qui a jamais réussi à s'imposer alors qu'il avait beaucoup de promesses. C'est un très bon joueur technique et tout. Bref, il a jamais réussi à s'imposer. Odegaard, lui, il ramène une joie de vivre dans le jeu, je trouve. Il est très enthousiaste. Il arrive aussi à se donner, en plus d'être technique, d'être juste. Il se place bien et il donne sur le terrain. Comme dit Bart, il a pressé du début à la fin, ce qui motive aussi l'équipe à continuer à presser. Ouais, il a mis et ce que les jeunes font très bien depuis le début de saison avec Smith Rowe, Saka, Tierney, c'est vraiment des joueurs qui pressent haut. Et c'est ça qu'on a envie de voir à Arsenal. En plus de ça, j'ai entendu dire que il avait envie de trouver dans sa carrière de la stabilité. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche en venant à Arsenal, parce que j'ai pas l'impression que Zidane compte sur lui au Real.
Donc, s'il peut s'inscrire dans la durée à Arsenal, c'est avec grand plaisir. Non, c'est sûr. Et puis depuis le début de sa carrière, on va dire que stabilité, c'est pas non plus le maître mot. On l'avait dit, il avait signé, je sais pas, peut-être pas à 14 ans, mais en tout cas très très jeune au Real. Et en définitive, il a fait que passer de club en club. Il a été prêté à droite à gauche. J'ai pas tout son CV en tête, mais c'est vrai que stabilité, c'est pas voilà la première chose à laquelle tu penses quand tu penses à la carrière d'Odegaard. Mais c'est super en tout cas de le voir parvenir à s'affirmer sur ses premiers matchs, peut-être sa première dizaine de matchs avec sa nouvelle équipe. Et comme tu l'as dit aussi, il y a des individualités qui reviennent fort. Alors Smith Rowe, je sais pas s'il était blessé récemment, il m'a semblé qu'il était blessé, Si. non? Ouais, il a raté 2-3 matchs. Là, il a été associé pour le coup. Il y avait, tu me disais Bart au début que il y avait une concurrence au niveau du poste avec Odegaard. Là, Arteta, en l'occurrence pour le match contre Tottenham hier, il a réussi à mettre les deux sur le terrain en même temps. Odegaard en milieu offensif central et Smith Rowe sur le côté gauche. Donc peut-être qu'arriver à les faire travailler ensemble comme ça, bénéficier de... Là, quand tu regardes le trio, en tout cas de milieu de terrain derrière la casette, c'était Bukayo Saka, Odegaard et Smith Rowe. C'est vrai qu'il y a du gaz, hein, il y a du jus. Hein. Et c'est bien de souligner ça parce que c'est vraiment une concurrence saine dans l'effectif. Et effectivement, dès que Odegaard est arrivé, tous les médias ont dit oh là là, qui va jouer Smith Rowe ou Odegaard et tout. Pareil quand Aubameyang et Lacazette ont été dans la même équipe dès le départ. Et à chaque fois, au final, les entraîneurs arrivent à aligner deux joueurs qui, à la base, sur le papier, ont le même poste et se complémentent hyper bien sur le terrain et une très bonne entente. Donc, c'est bien de souligner ça. Je voulais savoir, ouais. Bart, est-ce qu'il y avait un joueur en particulier, toi, que tu voudrais, non pas mettre à l'amende, mais qui, justement, tu en parlais quand tu faisais la petite intro tout à l'heure. Donc je disais, certains se sont montrés, d'autres ont été plus discrets ou tout simplement moins talentueux. Est-ce que t'as un nom à me donner, là, un joueur à pointer du doigt ce soir, un ou plusieurs, hein? Moi, celui qui me vient en tête, parce que c'est récurrent et je trouve qu'il apporte rien, c'est Willian. Il a fait une bonne entrée contre Benfica, pour le coup, où il nous a été très utile. Mais sinon, toutes ses entrées, c'est cata, hein. Il fait rien. Là, contre Tottenham, il rentre, il touche pas une bille, il sert à rien. Je comprends pas pourquoi il est encore tant estimé par Arteta, alors qu'on a un jeune comme Martinelli qui, même si ses dernières entrées étaient pas incroyables, a montré quand même l'année dernière qu'il savait faire des bonnes choses et qu'on a pu se reposer sur lui alors que l'équipe allait pas bien et que lui avait 18-19 ans. Je préférais voir Martinelli. Pour moi, il a pas encore le niveau pour être titulaire, mais pour être dans la rotation à la place de Willian, je prends largement parce que Willian, ça fait 1 an que on le voit pas. Oh, Willian, je pensais particulièrement à Willian. Après, la défense centrale par intermittence, je sais pas trop quoi en faire. Là, contre Tottenham, j'étais très agréablement surpris du duo David Luiz-Gabriel. Gabriel, de manière générale, je trouve pour moi, c'est le meilleur central qu'on a. Et David Luiz, c'est fluctuant, on va dire. Ouais, c'est un peu plus laborieux, David Luiz. Alors Gabriel, c'est un peu particulier parce que je crois que c'est un joueur qui a pas beaucoup joué avec l'équipe première, hein, si je me trompe pas. Il a à peine 6 matchs dans les jambes, un truc comme ça. Non, je me trompe. Je sais pas, parce qu'il a gagné. Il a gagné 2 ou 3 fois d'affilée le meilleur joueur du mois, voté par les fans au début d'année. Je crois qu'il a gagné septembre, octobre, novembre. Donc il a fait un très très bon début de saison. C'est peut-être Gabriel Martinelli, peut-être que tu confonds les deux. C'est possible. Ça, c'est quand tu veux faire le mec qui sait des trucs et tu passes à la... Non, mais effectivement, je crois ça doit être Gabriel Martinelli parce qu'il a pas beaucoup joué. Mais Gabriel, il a été blessé pendant un ou 2 mois là, dernièrement. Donc c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu ces derniers temps, en tout cas. Mais il est vraiment impressionnant de maturité parce que lui aussi, il a que 23 ans et on oublie c'est vrai. De le souligner. Je suis un peu du même avis que Bart concernant la défense centrale. Tu sais jamais si, quand il te met Pablo Mari, David Luiz, tu sais jamais à quoi t'attendre, surtout contre des grosses équipes. Mmh. Et au final, Pablo Mari, je crois qu'il a des stats assez folles contre les gros. Il a 75% de victoire à chaque fois qu'il joue. Mais tant mieux pour lui. Et David Luiz apparemment est très très influent dans le vestiaire. On lui proposerait 1 année de contrat supplémentaire, je crois. Et effectivement, très très, il a très très bien joué contre Tottenham. Voire il a été limite meilleur que Gabriel, même si les deux ont été assez incroyables et que Gabriel nous sauve à la fin.
Je l'ai vu mettre une jolie tête aussi, David Luiz contre Leicester, il me semble, fin février. Ouais, elle était folle. Ouais, donc même si c'est vrai. Gabriel hier sur la ligne aussi, il met une belle tête, mais c'est pour sauver l'équipe pour le coup. Ouais. Parce que celui-là, si on le prend, je sais pas comment le match termine. C'est vrai, non, c'est vrai que ça tient pas à grand-chose. Mais on va revenir peut-être plus précisément sur le choc d'hier. Hein, en vrai, donc Arsenal recevait Tottenham, et c'est vrai que très vite, moi j'ai eu l'impression que Tottenham arrivait pas vraiment à mettre son jeu en place. Arsenal qui était attendu comme voilà l'équipe qui allait peut-être craquer ce jour-là parce que voilà la dynamique était pas encore née complètement, ou en tout cas il fallait essayer de s'en sortir contre Tottenham qui arrivait peut-être avec plus d'ambition, mieux placé au classement et avec une armada peut-être un petit peu plus confirmée. Mais en définitive, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Arsenal donc a certes concédé l'ouverture du score par un superbe but de Lamela qui était rentré très tôt dans le match, je crois 19e ou 20e minute, pour remplacer l'ami Min-Son qui s'était fait un petit peu mal sur une accélération, il me semble. Ouais. Et du coup, c'est vrai que Odegaard a répondu du tac au tac juste avant la mi-temps, donc avec un superbe but à la 44e minute. Ensuite, bien sûr, la VAR s'en est mêlée, comme souvent en Angleterre maintenant, hein, et puis ça fera l'objet... et on va le faire, ce débat, je te dis, on va le déclencher cette semaine, obligé, parce que depuis le temps qu'on en parle, au bout d'un moment, plus personne va vouloir l'écouter. Mais c'est vrai que donc Lacazette a su transformer un penalty. Moi, je trouve honnêtement, c'est mon avis, qu'il y a excès d'engagement quand même si Lacazette est bousculé après avoir raté son contrôle, après avoir laissé partir le ballon devant. Il y a faute dans la surface, et pour moi, le penalty est logique. Les garçons, vous aviez peut-être un avis différent? Sur le penalty ? Ouais, sur le penalty peut-être. Franchement, je prends. Ouais, c'est cadeau quand même. Quand on peut dire que c'est un peu cadeau. Enfin, il est pas sifflé, je crie pas au scandale. Mais vu le vol qu'on subit contre Burnley là de la main, c'est incompréhensible qu'elle soit pas sifflée. Si on peut avoir un petit plus pour une fois, je dis pas non. Après, en y réfléchissant à deux fois sur le penalty, ça m'a fait penser un peu au péno que prend l'OM, je sais plus contre qui en début de saison, où il y a un centre sur le côté et Amavi arrive en retard, mais le ballon est déjà parti. Mais juste, il est en retard, quoi. Et il coupe le mec alors qu'il a déjà centré, et c'est péno. Et oui. Je me dis que c'est un peu similaire parce que Lacazette rate complètement sa frappe, mais là c'est pas un assassinat pour autant. Hein. C'est pas un assassinat pour autant. Hein. C'est, il est juste en retard. Il y a un petit peu d'excès d'engagement, mais c'est pas brutal. Hein. Mais pour autant, je suis d'accord avec l'arbitre pour siffler faute. Et toi, Maximilien, du coup, ce penalty, tu prends aussi, j'imagine. Tu veux pas dire non? Moi, je prends, hein, parce que, comme dit Bart, et je l'ai remarqué, je pense que tous les supporters disent la même chose de leur équipe, mais vraiment, on se fait voler tout le temps sur les fautes. Chaque fois que je regarde Arsenal, c'est toujours nous qui prenons des cartons rouges et nous qui concédons des pénaux, j'ai l'impression. Donc, pour une fois qu'il y a un coup du sort comme ça, genre, par exemple, le carton rouge de Lamela, il y a 5 mois, c'est nous qui nous le prenons, tu vois. Mais le péno, pour moi, ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Après, vu qu'il rate sa frappe, elle va. C'est pas comme s'il avait mis en dehors au-dessus des cages et tout. Là, vraiment, elle va en l'air et tu peux penser qu'il peut la reprendre derrière. Et je sais pas si la VAR anglaise c'est la même que la française sur le fait que si l'arbitre siffle et que dans le VAN ils disent il peut ne pas, il s'est pas trompé. C'est pas une erreur manifeste de l'arbitre. On le laisse dans sa décision. Là, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé dans le sens où il y a tellement de débats. Tout le monde a vu, même sur le plateau de Canal+, tout le monde a dit, tout le monde était divisé. Personne avait un avis tranché sur ça, ouais. Exactement. Et du coup, franchement, moi, je le prends. Hein. Pour moi, ça peut siffler. Ah, et comme tu dis... Pour le coup, ils ont fait appel à la VAR. Hein. Oui, ils ont fait appel. Ça a été checké très vite. Ça a été checké très vite. Il est même pas allé vérifier. Il a eu un check audio. Je pense. Ouais, il a eu un check audio. Ouais. Autant pour moi.
C'est ça. Mais c'est pour ça a été checké très vite. Donc, c'est pour ça que ça peut laisser peut-être... en tout cas, ça prête à confusion. Le banc de Tottenham n'était pas vraiment d'accord. Mais écoute, c'est comme ça. Quand l'arbitre décide, de toute façon, il a toujours raison. En tout cas, c'est ce que la VAR veut maintenir dans ce match-là. Donc, vous l'avez dit ensuite, expulsion d'Eric Lamela pour un deuxième carton jaune à la 76e minute. Et le match... pour moi, d'ailleurs. Non, il y a rouge. Là aussi, je peux rajouter un tout dernier truc sur le péno. J'ai bien aimé le fait qu'ils mettent juste un carton jaune. Parce que s'il y a vraiment faute, normalement c'est rouge parce que c'est dernier défenseur. Là, il a mis juste un jaune et c'est pas triple sanction. Et je trouve ça bien pour le foot. Voilà. On peut revenir au carton rouge. Merci. Merci pour ce témoignage. Le rouge, je trouve qu'il est un peu généreux dans le sens. Enfin, en fait, c'est le deuxième jaune. Le premier est largement mérité. Mais le deuxième, ce genre de carton où en fait c'est plus une protection de balle, certes un peu hasardeuse, mais il n'y a pas l'intention, je pense, de vraiment... Enfin, tu vois, même quand tu cours, parfois, tu as un peu la main là, et je trouve qu'il y a trop souvent, de manière générale, des jaunes pour des mains dans le visage, alors que c'est pas un truc volontaire, c'est juste, ça fait partie du jeu, et c'est pas spécialement... Bon, là, c'était un peu plus le coude, mais je trouve que c'est pas non plus hyper violent. C'est pas le coup d'épaule de Kane qui arrive complètement en retard sur Gabriel, qui ça pour moi mérite un jaune. C'est clair qu'il a chargé. Je trouve qu'il y a trop de cartons jaunes comme ça pour moi actuellement dans le foot. C'est pour préserver l'intégrité physique, mais ça fait aussi partie du jeu et tu peux pas jouer les mains dans le dos toute la journée. Hein. Alors ce carton pour autant, il a pas complètement sorti Tottenham du match parce que il y a eu ça s'est terminé avec un espèce de pas de faux rythme mais le rythme du piège en vrai pour Arsenal parce que ça a été un petit peu compliqué de gérer cette fin de match. Il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, une énorme occasion. Alors Harry Kane a marqué un but qui a été refusé pour position de hors-jeu sur un coup franc indirect, mais surtout après il y a eu une énorme occasion. Alors je sais pas, peut-être Maximilien, tu veux m'en dire un mot, tu t'en as parlé tout à l'heure, une bonne défense de Gabriel, très bonne défense de Gabriel. Bah ouais, déjà très très beau coup franc de Kane. Je me suis chié dessus quand je le vois qui tire côté gardien et que Leno il a anticipé de l'autre côté. Je me suis dit ça y est, c'est terminé. Quand il a placé son ballon, j'ai cru me revoir au MPSG 2017 quand Cavani met son coup franc à la dernière minute. Vraiment, j'étais dans le même état d'esprit. Aïe. J'étais au stade en plus, donc là vraiment je me chie dessus. Et Gabriel nous sort une tête incroyable et c'est typique des matchs qu'on aurait pu perdre il y a quelques années par exemple. Et comme l'Olympiakos, il y a quelques mois, et comme l'Olympiakos quand on met 2 buts coup sur coup à la fin du match, je trouve que c'est assez significatif de la bonne forme d'Arsenal. On arrive à bien défendre, à rester soudé jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final et franchement bravo à toute l'équipe. Et du coup Gabriel, incroyable. Je sais pas d'où il sort. Non mais franchement à bout portant comme ça, sortir la tête, être vigilant comme ça, c'est incroyable. Écoute, tant mieux pour Arsenal parce que c'est vrai que ça aurait été plus qu'amer de finir sur un match nul. Tant l'équipe avait mis d'allant et d'envie en fait dès le début, dès la première mi-temps, il y avait qu'une équipe qui avait vraiment envie de le gagner. Enfin moi quand j'ai vu le match en intégralité et pour le coup c'est vrai que les Gunners étaient plus méritants. Donc pour le coup ça aurait vraiment été lourd de conséquences aussi parce que ça aurait mis fin, ça aurait calmé en tout cas cette belle série. Alors cette belle série justement il appartient à Arsenal de la confirmer très vite en fait. Je pensais pas que ça arrivait aussi vite, mais l'Olympiakos, c'est déjà là. Rendez-vous, je crois que c'est jeudi. C'est jeudi 18 mars exactement pour le match retour en 8e de finale. Donc voilà, pour faire un petit preview des matchs à venir pour Arsenal, c'est dans 3 jours et il y a un beau balotage favorable avec une victoire à l'extérieur par 3-1. Donc là encore, quand on s'était parlé juste avant le retour de Benfica, on avait dit Benfica, c'est à la portée d'Arsenal. Ça avait été un petit peu plus serré que prévu. Là, normalement, il n'y a pas eu match nul à l'aller. Les Gunners ont fait le maximum pour se mettre à l'abri. Il ne devrait pas y avoir de remontada, en tout cas de problèmes avec l'Olympiakos de surcroît à l'Emirates. Oui, il n'y a pas intérêt. Hein. Non. Parce que vu le match retour de Benfica où on tremble, mais jusqu'au bout. On se met dedans tout seul, là, notre ami Dani Ceballos, qui pourtant j'aime bien, mais en ce moment, je sais pas, faut qu'il passe. Je
pas, un bain qui se mettent la tête sous l'eau froide et qui reviennent dans quelques mois, parce que là, ça va pas, hein. C'est toutes ces entrées, c'est pas ce cadeau à l'adversaire. Alors que l'Olympiakos, il y avait pas, Benfica, il y avait pas à trembler plus que ça, hein. C'est lui qui fait la faute, c'est lui qui fait la passe ratée. Ouais. Enfin, il fait nimble sur ce match. Et donc, théoriquement, il n'y a pas à trembler contre l'Olympiakos. On a vu l'année dernière qu'il n'y avait pas à trembler et ça a tremblé. Tottenham à 2-1, à 11 contre 10, il n'y a pas à trembler et on a vu ce qui s'est passé fin de match. Donc, on prend la spirale positive, mais on sait qu'à tout moment... Il faut rester vigilant quand même, quoi, là. Ça tient sur un peu plus qu'un fil, mais c'est encore... Il y a encore trop de trous dans le match, comme contre Tottenham, où fin de première mi-temps, t'as 10 minutes de creux, bam, tu prends un but. Deuxième mi-temps, après ton deuxième but, t'as 10 minutes de creux et tu trembles. Ces moments-là, il va falloir mieux les gérer. Et en Coupe d'Europe, même si c'est l'Olympiakos, qui pour le moment a montré que ses choix offensifs étaient dégueulasses, c'est vrai. On n'est pas à l'abri quand même. Non, mais moi je me demande si c'était pas en fait une excellente stratégie de la part de Mikel Arteta d'écarter Aubameyang du terrain en Première Ligue ce week-end pour le monter à bloc pour qu'il démate littéralement José Sa, le gardien de l'Olympiakos jeudi. Parce que ouais, il va falloir quand même performer. Il y a un bon point qui est pris. En tout cas, il y a un ballottage favorable avec ces 3 buts marqués. Mais il va falloir rester vigilant tout de même. Alors justement, les gars, je voudrais revenir au Aubameyang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, c'est quand même un des attaquants stars d'Arsenal. Bon, il se partage plus ou moins la tête de gondole avec Lacazette. Je dirais même plus que moins, parce qu'il est plus souvent titulaire. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il est plus souvent préféré à Lacazette dans les choix tactiques du coach. Et il se trouve qu'il est sur le banc. On nous annonce une mesure disciplinaire en interview pré-match par Arteta. Et il ne foule même pas la pelouse. Est-ce que vous avez des infos pour moi là-dessus ? Parce que je suis pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi j'ai vu sur Sport Bible, mais il y a... Quel insider, Maximilien ? que apparemment il était arrivé en retard. Je sais pas si c'était en retard à l'entraînement la veille ou en retard au match le jour J. Mais voilà, et Arteta... a dû lui dire, écoute, tu es capitaine, tu te dois d'être exemplaire dans un club comme ça, donc sanction, banc. Et je pense que si on était à 1-1 toujours à la 75e et que c'était hyper tendu, il aurait pu le faire rentrer. Mmh. Je pense qu'il l'a pas fait rentrer aussi parce que ça servait à rien, entre guillemets, de le faire rentrer. Je pense que c'est plus cohérent de faire rentrer Willian parce qu'il est plus défensif. Ça tient qu'à moi. Je pense que c'était plus un choix tactique sur la fin, quoi qu'il en soit. Il n'est pas rentré et je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit peut-être que c'est un mal pour un bien. On a gagné le match. Il va être à bloc pour le prochain match. Et Arteta en conférence de presse a dit c'est comme ça, c'est le foot. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, move on. On passe au-dessus. Et apparemment, Aubameyang serait parti du stade simplement 25 minutes après le coup de sifflet final. Ouais. Mais derrière, sur Instagram, il a posté une photo, North London is red, avec une photo de la célébration du but de Lacazette avec toute l'équipe. Je pense que c'est un tout petit incident et que ça aura pas de répercussions sur la suite de... En tout cas, j'espère. Ouais, mais il faut le voir peut-être comme un mal pour un bien, parce qu'en vérité, si le problème disciplinaire c'est juste un retard, moi je préfère un retard plutôt qu'une bagarre, par exemple, tu vois, ou que des mots un peu durs avec l'entraîneur qui peuvent être plus lourds de conséquences pour l'harmonie au sein de l'équipe. Donc c'est sûr que il sera certainement revanchard et il aura certainement envie de montrer voilà l'étendue de son talent qu'on connaît nous, mais en tout cas il faudra qu'il le montre au gardien de l'Olympiakos. Ouais. Et puis moi je trouve que c'est aussi un mal pour un bien parce que du coup ça a permis à Lacazette de jouer. Exactement. Qui pour moi est trop peu utilisé et je trouve que Lacazette a plus d'apport dans le jeu que Aubameyang, surtout quand Aubameyang joue en pointe. À la limite quand il joue à gauche et Lacazette en pointe ça me dérange pas trop, mais je trouve qu'en pointe il a pas de poids sur les défenseurs. On l'a vu dans des matchs
contre Manchester City notamment, où du coup, dès qu'il y a des ressorties de balles qu'il est dos au jeu, il sert à rien. Lui, il faut qu'il ait le jeu face à lui, et quand il est en pointe, je trouve que c'est compliqué. Après, on voit c'est quel match? C'est Leicester où il plante? Non, je sais plus. Il met un triplé il y a pas longtemps, hein, quand même. Oui. Non, mais enfin, du coup, il revient quand même mieux que ce début de saison, mais c'est pas encore l'Aubameyang de l'année dernière. Je suis d'accord. Et vu son niveau actuel, je suis content que Lacazette ait plus de temps de jeu parce que je trouve qu'il fait toujours le travail, même s'il plante pas tout le temps. Il est important dans le jeu et je pense dans l'équipe aussi, parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire et qu'il n'y a pas Aubameyang, c'est lui le capitaine, donc c'est pas non plus pour rien. Et j'aimerais voir plus Lacazette, moi. Dans tous les gros matchs, Lacazette, à chaque fois qu'il est aligné, il marque. Demi de Ligue Europa 2018, il marque contre l'Atlético, même sans se faire éliminer. Là, tous les derniers matchs contre United, contre Leicester, il marque Tottenham, aussi. là, il en est à 4 buts. Leicester, il marque. Contre toutes les grosses équipes, il arrive à avoir un poids. Et quand il y a les deux, justement, sur la feuille de match contre les grosses équipes, c'est ça qu'on aime beaucoup voir. Ouais, alors c'est vrai. Lacazette, c'est le meilleur buteur, je crois, en ce moment. Ouais, 10 buts. En première ligue, en tout cas. D'accord, c'est le meilleur buteur de l'équipe, hein, c'est ça que tu dis. Hein. Ouais. Oui, de l'équipe. On va pas s'emballer plus que ça, mais. Non, c'est bon ça. Mais c'est déjà pas mal. C'est pour moi, ouais. Ça fait ce qu'on demande au numéro 9, quoi. C'est ça, ouais. Il est au même montant que Callum Wilson, hein, donc on va pas non plus se réjouir. Hein. Non, mais à Arsenal, il y a plus d'options. C'est pas que le buteur qui plante. Alors justement, pour revenir sur les options d'Arsenal, le prochain match donc qui va suivre la rencontre contre l'Olympiakos, c'est directement c'est ce week-end, c'est le 21 mars, donc je sais pas si c'est samedi ou dimanche, mais ça tombe contre West Ham, ça tombe bien. West Ham est 5e de Première Ligue avec 48 points. Alors ce qui est bien les garçons quand même, c'est que je trouve que Arsenal est dans une position donc 10e au classement général. Arsenal est à peine 7 points de West Ham. Qui est 5e. Donc du 10e au 5e, ils se tiennent à quelques encablures à peine. Il suffit que Arsenal rencontre des équipes qui sont devant elle au classement pour forcément donner à cette fin de saison un meilleur goût, un meilleur rendu. Donc ils vont jouer Liverpool, ils vont jouer Everton également, je sais plus si Everton est devant, je me rappelle plus. Ouais, ils sont devant. Ouais, Everton, ils sont 4e. Hein, exactement, tout à fait. Ils vont également jouer Chelsea et c'est tout. En gros, Everton. Ouais, en gros. Ouais. En gros, il va rester Chelsea, il va rester Everton, mais on va pas dire qu'il y a des petits parce qu'en première ligue, il y a pas vraiment de petits. Il y a beaucoup de pièges aussi avec les équipes qui sont pas les équipes du top 5. Mais donc ça va jouer Liverpool, ça va jouer Everton et ça va jouer Chelsea pour les trois plus gros à rencontrer en cette fin de. Et West Ham du coup et voilà le 4e. Donc l'occasion peut-être d'aller reprendre des points directement sur plus gros que soi et pour remonter pour aller chercher franchement une place qualificative. En 5e position, c'est faisable quand tu vois que ils se tiennent, ils sont à Arsenal 10e 41 points, Aston Villa 9e 41 points, Liverpool 8e 43, Tottenham 7e 45, donc bonne opération ce week-end, Everton 6e 46 et West Ham 5e 48. Donc c'est quand même faisable, ça peut être un bel objectif en ligne de mire. Alors il y a quand même un petit souci. Pour Arsenal, c'est le pronostic de Bart. Bart nous avait dit Arsenal est parti pour aller gagner l'Europa League. J'y crois, tout est possible, tout est réalisable. C'est Arsenal, c'est mon équipe, je les kiffe, ils vont gagner. Donc le souci, c'est que si tu as un bel effectif de jeunes, un peu énergiques et sacrément talentueux, mais est-ce que tu as la capacité de jouer sur les deux tableaux, d'aller essayer de rester un contender là, de redevenir un contender pour un classement, un top 5 en Première Ligue, et d'aller chercher quelque chose en Europa League où on a vu que il y allait avoir aussi des écuries sympathiques à jouer après, quoi. Olympique de Marseille 2018. Aïe. T'as tout dit. Ouais, mais t'as des contre-exemples. Ceux qui font les triplés. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça peut aussi te booster et lancer une dynamique. Et je pense que justement, on voit le nombre de joueurs qu'il y a sur les postes offensifs, même en défense centrale en soi. Il y a de quoi faire tourner, hein.
Parce que là, t'avais Smith Rowe, Odegaard, Saka. Sur le banc, t'as Pepe, Willian. En réserve, t'as Martinelli. T'avais Aubameyang aussi. Donc je pense que c'est pas mal qu'il y ait plus de matchs parce qu'il y en a plus de coupe nationale à jouer. Mhm. Ouais, il a pas été prêté, Nketiah. J'ai vu que Ceballos n'était pas rentré, mais il était aussi sur le banc. Donc même si voilà, on a un gros bémol sur Ceballos, il peut toujours y avoir aussi des. Non, mais il est bon quand même. Moi, j'aime bien parce qu'il est quand même plutôt porté vers l'avant. Il tente des passes intéressantes. Il a quand même une bonne vision du jeu, mais il faut qu'il reprenne confiance en lui parce que les fautes qu'il fait, les erreurs, c'est un manque de confiance. Sinon, techniquement, il est capable de faire ces choses-là. Et moi, je le trouvais plutôt intéressant. Mais il faut qu'il reprenne un peu confiance en lui, le petit. Donc vous, du coup, vous en pensez quoi en tant que vrai fan des Gunners? Parce que là, moi, je suis un footix à côté de vous, mais du coup, en tant que vrai fan, vrai supporter des Gunners, c'est quoi le mieux? C'est d'essayer de se concentrer sur cette fin de championnat, de se dire c'est faisable, on est sur une bonne dynamique, les mecs en veulent, Arteta, la confiance est là, on y va, on tente le tout pour essayer d'accrocher une 5e place maximum, minimum si Chelsea tombe de la table, tombe de la chaise, pardon. Ou alors, option Barthélemy, direction l'Europa League, on va jouer le tout pour le tout et essayer de gagner un titre. Comment ça se passe? Alors, moi, je pense qu'on pourra répondre à cette question après les 3 prochains matchs. Ouais. Parce qu'on a l'Olympiakos jeudi, West Ham ce week-end et Liverpool la semaine d'après. Et là, on sera vraiment fixé sur quelles sont les priorités. Je pense qu'il faut, tant qu'on peut jouer les deux, et comme Bart l'a dit, franchement, on a l'effectif pour. En Ligue Europa, il n'y a pas... Honnêtement, je vais peut-être paraître pour un footix aussi Allez, et pas être objectif, mais je trouve que toutes les équipes qu'il y a en ce moment, il y a Tottenham, on les a gagnés là, United, ils sont 2e de Première Ligue, mais je les trouve pas flamboyants. On a fait nul et on a gagné contre cette saison. Et ensuite, il reste l'Inter, je crois. Non, l'Inter, ils sont finis 4e de leur poule. J'ai regardé ce qui reste. Il y a Manchester-Milan, donc selon... Ouais, Manchester-Milan, donc il y en a déjà un qui va tomber. T'as l'AS Roma, qui est pas dégueu. Ouais, Villarreal, normalement, c'est à ta portée, mais il faut faire attention. Et après, à ce stade de la compétition, dans tous les cas, quand tu vois que Benfica, faut faire attention, c'est pareil que. Oui. Non, mais on va dire qu'il n'y en a pas une il y en a pas une qui est imprenable. T'as pas un Bayern Munich où tu te dis c'est mort. Ouais. Donc franchement, faut se servir de la bonne dynamique qu'on a en ce moment, réussir à bien gérer les conditions physiques de chacun, surtout quand on a des jeunes comme Smith Rowe, Saka, Odegaard qui enchaînent énormément les matchs. C'est de ça dont j'ai le plus peur. Dernièrement, Smith Rowe, il avait joué, 5-6 matchs d'affilée, il s'est un peu blessé. Saka, pareil, il est sorti à la mi-temps parce qu'apparemment, il avait un problème au disque jambier. Ouais, il faudrait voir pas trop les user. Ouais, et d'un autre côté, apparemment, notre staff médical est super. On a changé en janvier ou l'année dernière en juin. C'est un mec du PSG. Qu'on a pris du PSG et le fait est que maintenant on a 0 blessé dans l'infirmerie alors que c'était un gros point sur toutes les dernières années à Arsenal, donc j'ai confiance et on verra dans 3 matchs. C'est ça, on verra dans 3 matchs. Donc ça c'est ton point de vue, Maximilien. Barthélemy, marche ou crève, on reste sur on gagne cette Europa League ou alors tu révises ta position? Comment ça se passe? Non, l'avantage si tu vas jusqu'au bout de l'Europa League, c'est que tu joues avec des champions. Alors qu'en championnat, la Ligue des Champions, c'est sûr que c'est cuit. C'est impossible. Ouais. Donc, et puis ça te fait un trophée européen. Franchement, je prends l'Europa League. Après, comme a dit Max, dans 3 matchs, on verra un peu mieux. Et le classement, j'ai beau le regarder, je le regarde, je sais pas, 4-5 fois par semaine. À chaque fois que je le regarde, je me dis, il faut que j'arrête, ça veut rien dire. Ouais, tu te fais du mal. Ouais. Il reste trop de matchs et trop de matchs vu qu'on est 10e et que t'as 9 équipes devant toi. L'avantage, c'est qu'ils jouent tous les uns contre les autres. Donc, il y en a plein qui vont perdre des points. À toi de pas être de ceux-là, ouais. À toi de pas être de ceux-là et d'enchaîner. Ouais. Je préfère me concentrer sur la qualité des matchs qui commencent à être bonnes et, comme j'ai dit, à gommer un petit peu ces trous qu'on peut avoir pendant les matchs et
et être un peu plus consistant sur 90 minutes, mais je pense que si tu combles ces petits manques, tu seras plus performant et tu pourras voir. Mais comme a dit Max, on verra plus clair dans 3 matchs, et déjà surtout le jeudi soir, parce que après l'Olympiakos, on verra qui reste devant nous. Si pour répondre à ta question en ultimatum, vas-y. Je préfère gagner la Ligue Europa plutôt que de me qualifier en Ligue Europa. Largement. Il y a le titre et derrière, après, tu vas en Ligue des Champions. Donc, quitte à choisir, Ligue Europa. Je préfère gagner la Ligue Europa, finir 15e, que finir 5e et terminer en demi. Honnêtement. Il y a consensus sur la question, c'est bien. C'est ça. C'est façon Rudy Garcia. Voilà, il faut tout jouer, mais priorité à l'Europa League. Écoute, on fait ça. Moi, je voulais juste faire un big up, le boomer. Le premier big up du podcast. Génial. Un big up à Chaka, parce que Miskin, à chaque fois il a fait 3-4 grosses erreurs, il s'est pris la foudre de tous les supporters, il s'est pris des menaces de mort et tout. Et à chaque fois, il revient fort et tout. Et il a encore montré contre Tottenham, il a fait un énorme match. Et franchement, je le mets dans mon 11 titulaire sans problème. Et franchement, je le trouve vraiment incroyable. Et encore plus avec Partey ces derniers matchs. Donc, j'aimerais souligner le Chaka Partey qui marche très bien ces derniers temps. Eh ben chapeau Chaka et chapeau Partey, bien joué. Joli petit message d'encouragement, hein, Maximilien, c'est bien. Moi. Je pense qu'il va comprendre, le Suisse. Ouais. Moi, j'aimerais rajouter un point sur le jeu, et je trouve en fait que les latéraux ont une importance primordiale dans le jeu offensif de l'équipe. Ouais. Et on le voit parce que Tierney, qui est monstrueux, tout passe à gauche quand il est en état de grâce, que ce soit lui, parce que ça permet en fait aux ailiers d'être un peu plus dans le cœur du jeu et au latéral d'être vraiment sur l'extérieur. Mmh. Et Tierney fait un nombre de centres et de débordements, je sais pas comment il fait pour courir autant. Et Cédric a été plutôt bon hier, mais en comparaison avec Tierney moins. Et quand Bellerin joue bien, ce qui est pas quelque chose de fréquent, c'est pas du 100%, quoi. C'est pas arrivé trop souvent récemment. Si on est sur du 50%, c'est pas mal déjà. Mais quand il est bon, et le côté droit marche aussi. Et j'ai envie de dire, un peu importe l'ailier qui est devant. Alors forcément, Saka, Smith-Rowe, il a été très fort, Saka il est très fort. Mais Pépé, il a fait des bons matchs. Et quand le latéral était derrière lui, il était bon parce que Pépé a aussi joué à gauche. Et quand Tierney était là, il l'a bien aidé. Et je trouve que les latéraux ont un vrai apport dans le système d'Arteta. Et que grâce à eux, le système offensif fonctionne bien. Ah, Cédric avait très bien épaulé Pépé sur les derniers matchs où Pépé a été très performant en première ligne. Donc voilà pour le jeu. Et sinon, j'aimerais remercier ma famille, mes amis. Et surtout ma maman. Et le renardé sur ça. Exactement. Ah, mais les gars, moi j'ai envie de vous dire rendez-vous dans 3 matchs du coup pour voir ce qu'aura fait Arsenal de cette belle dynamique. On ne peut que leur souhaiter de continuer sur ce pied-là. L'Olympiakos, ça se croque vite fait sur une tranche de salade et après il va falloir manger West Ham. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est sûrement à leur portée. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Donc, moi, je vous souhaite à tous les deux une très bonne fin de journée. Merci d'avoir participé à l'épisode. Je compte sur vous, voilà, pour relayer celui-ci sur les réseaux sociaux. Et voilà. Plaisir. Là, il faut faire péter l'audimat, là. C'est ça. Et dans 3 matchs, tu nous fais une petite confrontation face au Marco Reggio. Oh putain, alors là il va falloir aller chercher parce que je sais pas dans quel état il est. La dernière fois que je l'ai vu, ça allait parce qu'il y avait une victoire au bout, mais depuis il y en a pas eu des masses des victoires et c'est un peu dégringolé. Et moi tu vois, tirer sur l'ambulance, ça fait pas partie des trucs que j'apprécie. Mais tu sais quoi, si Liverpool fait un petit coup contre Arsenal, pourquoi pas, bien sûr. Mais en tout cas, c'est le seul moyen que j'imagine pour que... Je le vois pas venir sinon. Hein. Je le vois pas venir sinon. Ah, c'est clair, s'il perd, c'est mort, il va même pas répondre. Mais après, il est engagé, donc voilà. On va pas faire un Liverpool. Il écoute son cœur, il est engagé, pas de souci. Marc, si tu nous écoutes, on te lance un défi.
Voilà. Quel que soit le résultat, on t'attend pour débriefer le match. Tu viens, Marco. Arsenal-Liverpool. Tu viens. Voilà, c'est un message de tes potes, donc c'est pas compliqué. Tiens, bonhomme, tu viens, tu réponds. Hein. Bon, les gars, vraiment merci à tous les deux. Merci pour votre analyse très juste et vos bons commentaires. Et surtout, allez les Gunners. Et puis j'espère que ça va bien se passer, que ça va rester là-dessus. Très bonne soirée à tous les deux et à très bientôt sur Renard des Surfaces. Bonne soirée, merci. Ciao, ciao. Merci, ciao, bonne soirée.